Merci Pascal. Oui, je vais maintenant vous parler de ce sujet et vous montrer quelques images aussi. Buffon, savant et philosophe, a transformé l'histoire naturelle en introduisant beaucoup de choses. L'étude du comportement animal, il a montré la répartition géographique des espèces, il a osé calculer l'âge de la Terre sans tenir compte de la Bible. Il a affirmé que les espèces vivantes n'étaient pas immuables. Il a brossé une histoire de la Terre et de la vie et il s'est penché sur la place de l'homme dans la nature. En posant les grandes questions auxquelles les sciences naturelles essayaient de répondre depuis 2 siècles, Buffon, par son attitude matérialiste, s'est attiré les foudres de la Sorbonne, c'est-à-dire de la faculté de théologie de Paris. Bien, reprenons où nous étions arrêtés tout à l'heure, et M. Schmitt y a fait allusion. En 1778, Buffon publie Les époques de la nature, dont voilà d'ailleurs une des pages manuscrites, et qui se trouve conservée dans les archives du Muséum national d'histoire naturelle. Dans les époques de la nature, la première des époques est celle où la Terre n'est un globe en fusion. C'est d'ailleurs cette allusion qui est faite sur le refroidissement des roches, la vitrification des roches. La seconde époque voit la formation du relief. La troisième, les eaux recouvrent le globe avec les animaux marins primitifs. La quatrième, l'eau se retire dans des cavités et la vie se développe sur les terres émergées. Et dans la cinquième époque, les animaux terrestres apparus dans les régions boréales, les premiers refroidis, migrent vers le sud. Et dans la sixième, les continents se séparent. Buffon fait allusion à la séparation des continents, et l'homme apparaît. Et il résume, une phrase dans son style admirable, « Le grand ouvrier de la nature, c'est le temps. Et comme il marche toujours d'un pas égal, uniforme et réglé, il ne fait rien par saut, mais par degrés, par nuances, par succession. Il fait tout. » Buffon a donc tenté de retracer les époques de la nature en exposant avec des qualités d'un très grand styliste sa méthode de travail. Je le cite parce que ces textes sont magnifiques. « Comme dans l'histoire civile, on consulte les livres, on recherche les médailles, on déchiffre les inscriptions antiques pour déterminer les époques des révolutions humaines, et constater les dates des événements moraux. De même, dans l'histoire naturelle, il faut fouiller les archives du monde, tirer des entrailles de la Terre les vieux monuments, recueillir leurs débris et rassembler en un corps de preuves tous les indices des changements physiques qui peuvent nous faire remonter aux différents âges de la nature. C'est le seul moyen de fixer quelques points dans l'immensité de l'espace et de placer un certain nombre de pierres numéraires sur la route éternelle du temps. Le passé est comme la distance, notre vue y décroît et s'y perdrait de même si l'histoire et la chronologie n'eussent placé des fanaux, des flambeaux aux points les plus obscurs. Vous voyez que c'est quand même un style absolument magnifique. Buffon a été aussi un des précurseurs de la biogéographie. Il s'est intéressé à la répartition, à la distribution géographique des espèces à la surface de la Terre. Il a remarqué que les éléphants et les autres animaux du Midi avaient habité autrefois les terres du Nord, vers la Sibérie. Et il dit, dans un temps qui n'est guère éloigné du nôtre, de 15 000 ans, les éléphants, les rhinocéros, les hippopotames et probablement toutes les espèces qui ne peuvent se multiplier actuellement que sous la zone torride, vivaient donc et se multipliaient dans les terres du Nord. En fait, il s'est trompé puisqu'il s'agissait d'animaux adaptés au froid. Le mammouth était à poil long, le rhinocéros était un rhinocéros laineux, adapté au climat froid. En 1761, Buffon, comparant les animaux de l'Ancien et du Nouveau Monde, avait affirmé que l'Amérique, dans son ensemble, était plus froide et plus humide que l'ancien continent, que le nôtre, et que les animaux y étaient plus petits, qu'ils soient autochtones ou qu'ils aient dégénéré d'une espèce de l'Ancien Monde. Et je le cite, il dit « Il est à remarquer au sujet de ces espèces majeures, telles que l'éléphant et l'hippopotame, qu'en comparant leurs dépouilles antiques avec celles de notre temps, on voit qu'en général, ces animaux étaient alors plus grands qu'ils ne le sont aujourd'hui. La nature était dans sa première vigueur. Il y a eu dans ce premier âge des géants en tout genre. Les nains et les pygmées sont arrivés depuis, c'est-à-dire après le refroidissement. Et si, comme d'autres monuments semblent le démontrer, il y a eu des espèces perdues. » Voilà Buffon qui introduit très bien le concept, on dirait aujourd'hui d'espèces disparues ou éteintes, les espèces perdues, c'est-à-dire des animaux qui autrefois existaient et qui n'existent plus. Et il en prend pour preuve ces énormes molaires carrés à grosses pointes mousse,
ces grands volutes pétrifiés que sont les ammonites, et qui n'ont existé que dans les premiers temps où la terre, où la mer était encore chaude. Voilà les exemples de ces grosses molaires à cônes pointus. Ce sont des pièces très importantes sur le plan historique. Buffon en a vu quelques-unes. Ce n'est pas celle qu'il a figurée avec de Menton, mais celles-ci ont été récoltées par le marquis de Longueuil en 1734, qui était en Amérique du Nord. Les États-Unis n'existaient pas, évidemment. Il était au Canada français, et avec un parti de Sioux, il est allé dans la région du Kentucky, à Bonne Big Lick, récolter ce que les Indiens connaissaient très bien, ces dents. Et ces dents ont été apportées à Paris par le marquis de Longueuil, et Daubenton les a décrites. Vous avez là sous les yeux les premiers fossiles de vertébrés jamais découverts pour toute l'Amérique du Nord, avant l'existence des États-Unis. C'est vous dire que lorsque les gens de la Jefferson Society sont venus à l'Académie des sciences il y a 2 ou 3 ans, nous leur avons montré ces pièces, ils se prosternent devant ces fossiles qui sont évidemment plus anciens que l'existence de leur pays. Thomas Jefferson, arrivant à Paris en 1784 comme ambassadeur des jeunes États-Unis, se donna beaucoup de peine pour convaincre Buffon de son erreur, c'est-à-dire que les animaux d'Amérique étaient dégénérés, et ça ne lui plaisait évidemment pas du tout. Et quand il fut élu président des États-Unis, associé étranger de notre Académie des sciences d'ailleurs, il s'est employé à montrer l'existence de mammifères fossiles de grande taille dans son pays. La preuve en était là. Ah, c'était le temps heureux où un président des États-Unis était un brillant naturaliste et un excellent paléontologue. Les temps, évidemment, ont bien changé. Il a expédié, Jefferson, en 1808, plusieurs caisses d'ossements de mastodontes et de mammouths à Paris. Buffon était mort depuis 1788, et c'est finalement Cuvier qui se chargea d'étudier ces fossiles qui se trouvent toujours aujourd'hui dans les collections du muséum et même dans l'entrée de la grande galerie de paléontologie du muséum. Quelquefois, sur la confusion des étiquettes, les enfants qui visitent la galerie voient ce fémur de mastodonte et, comprenant mal les textes, disent « Oh là là, c'est le fémur de Jefferson, qui était vraiment un homme de très grande taille ». Dans son ouvrage, Buffon expose qu'il s'est livré dans ses forges de Montbard à des expériences sur la durée du refroidissement de boulets de fer de différents diamètres portés au rouge pour tenter d'estimer l'âge de notre planète depuis sa formation. Buffon était un expérimentateur. Il avança dans ses écrits le chiffre de 75 000 ans, tout en étant convaincu, comme le montre son manuscrit, que l'âge de la Terre devait s'approcher davantage des 3 millions d'années. Buffon craignait en effet que son texte ne soit censuré par les professeurs de la Sorbonne, et il nota prudemment dans son manuscrit « Quoiqu'il soit très vrai que plus nous étendrons le temps et plus nous nous rapprocherons de la vérité et de la réalité de l'emploi qu'en a fait la nature, néanmoins, il faut le raccourcir autant qu'il est possible pour se conformer à la puissance limitée de notre intelligence. » Vous voyez, la prudence et l'habileté aussi de Buffon. Ignorant l'interprétation alors couramment acceptée du récit de la Genèse, Buffon donne à notre planète un âge d'environ 6 000 ans. Buffon ose, l'âge était accepté de 6 000 ans, Buffon ose pour la première fois mesurer la Terre en dizaines de milliers d'années. Dans son histoire naturelle de l'homme, Buffon, en un temps où certains tenants de l'orthodoxie chrétienne trouvent choquant de voir rapprocher dans un cabinet d'histoire naturelle le squelette d'un homme et celui d'un animal, Buffon place l'espèce humaine au centre du monde vivant. Buffon écrit « Tout concourt à prouver que le genre humain n'est pas composé d'espèces essentiellement différentes entre elles, qu'au contraire, il n'y a eu originairement qu'une seule espèce d'homme, qui, s'étant multipliée et répandue sur toute la surface de la Terre, a subi différents changements par l'influence du climat, par la différence de la nourriture, par celle de la manière de vivre. » Voilà un texte d'une très grande modernité. On a reproché à Buffon de s'écarter de la réalité des faits pour se livrer à des hypothèses hasardeuses. Les dévots se sont déchaînés contre une œuvre qui prétendait rompre tout lien entre science et foi religieuse, contre une histoire du vivant qui ne tient aucun compte du récit biblique de la création. Évidemment, Buffon avait anticipé leur réaction. Et il écrit, assez habilement,
Mais avant d'aller plus loin, hâtons-nous de prévenir une objection grave qui pourrait même dégénérer en imputation. Comment accordez-vous, dira-t-on, cette haute ancienneté que vous donnez à la matière avec les traductions sacrées, qui ne donnent au monde que 6 ou 8 000 ans? C'est Buffon qui écrit. Quelque fortes que soient vos preuves, quelque fondés que soient vos raisonnements, quelque évidents que soient vos faits, ceux qui sont rapportés dans le livre sacré ne sont-ils pas encore plus certains? Les contredire, c'est toujours Buffon qui écrit, n'est-ce pas manquer à Dieu qui a eu la bonté de nous les révéler? Buffon écrit « Je suis affligé toutes les fois qu'on abuse de ce grand, de ce saint nom de Dieu. Je suis blessé toutes les fois que l'homme le profane et qu'il prostitue l'idée du premier être en le substituant à celle du fantôme de ses opinions. Plus j'ai pénétré dans le sein de la nature, plus j'ai admiré profondément et profondément respecté son auteur. Mais un regard aveugle serait superstition. La vraie religion suppose au contraire un respect éclairé. Voyons donc, tâchons donc d'entendre sainement les premiers faits que l'interprète divin nous a transmis au sujet de la création. Recueillons avec soin ces rayons échappés de la lumière céleste. Loin d'offusquer la vérité, ils ne peuvent qu'y ajouter un nouveau degré de splendeur. Vous voyez que Buffon est habile, très bon écrivain, mais il est devenu célèbre avec les premiers volumes de l'histoire naturelle. Dans les salons, c'est l'ouvrage qu'il faut avoir lu, ou dont il faut parler. Mais une œuvre scientifique peut véhiculer des idées dangereuses pour l'orthodoxie. Si les jésuites font des éloges de l'ouvrage, les jansénistes attaquent violemment l'histoire naturelle, en présentant les vérités mathématiques comme le produit de l'esprit humain, les vérités physiques comme probables et les vérités morales comme de simples conventions. Buffon affiche son scepticisme. Buffon considère l'homme comme un animal, contredit la Genèse et affirme que le monde est éternel. Mais la faculté de théologie de Paris, c'est-à-dire la Sorbonne, se devait de réagir. Et donc, le 15 janvier 1751, Buffon reçoit des députés et syndics de la faculté de théologie la lettre suivante. « Monsieur, nous avons été informés par l'un d'entre nous de votre part que lorsque vous avez appris que l'histoire naturelle dont vous êtes auteur était un des ouvrages qui ont été choisis par ordre de la faculté de théologie pour être examinés et censurés, comme renfermant des principes et des maximes qui ne sont pas conformes à ceux de la religion. Vous lui avez déclaré que vous n'aviez pas l'intention de vous en écarter et que vous étiez disposé à satisfaire la faculté sur chacun des articles qu'elle trouverait répréhensibles dans votre ouvrage. Monsieur, nous ne pouvons donner trop d'éloges à une résolution aussi chrétienne, et pour vous mettre en état de l'exécuter, nous vous envoyons les propositions extraites de votre livre qui nous ont paru contraires à la croyance de l'Église. Nous avons l'honneur, etc. » Suit la liste de 14 propositions répréhensibles. Sont visés le caractère cyclique et donc éternel de l'histoire de la Terre, la théorie de la formation des planètes, la discussion de la notion de vérité et l'analyse de la nature de l'homme. Le 12 mars, Buffon envoie sa réponse. Pour la théorie de la Terre et les formations des planètes, il affirme croire très fermement tout ce qui est rapporté par l'Écriture sur la création, soit pour l'ordre du temps, soit pour les circonstances des faits, et n'avoir présenté ces théories que comme une pure supposition théologique. C'était une réponse hypocrite, parfaitement hypocrite, mais comme l'a dit Buffon lui-même en privé, il valait mieux être plat que pendu. Dans sa lettre, Buffon propose habilement de publier les échanges de ces lettres. Et ces échanges seront tous publiés à la fin de ses ouvrages dans le 4e volume de l'Histoire naturelle, ce qui sera fait. Et cela servira pendant près de 30 ans de sauf-conduit et de protection contre toute accusation officielle d'irréligion. Mais 30 ans pendant lesquels Buffon ne cessa de republier les textes incriminés sans y changer un seul mot. Buffon, haut fonctionnaire de la royauté, familier des ministres et de la cour, était évidemment protégé par son statut et sa célébrité. Dans les pays anglo-saxons, et c'est la modernité de Buffon, je dirais, la tradition de la théologie naturelle s'est perpétuée pendant longtemps, dans le monde savant et dans les milieux populaires. Dans ces contrées protestantes, les fossiles étaient scientifiquement reconnus comme preuve du déluge,
et l'histoire de la Terre était racontée dans l'ordre et les cadres d'un temps qu'imposait le récit biblique. Cette interprétation théologique des phénomènes de la nature, qu'on a appelé pendant un temps le concordisme, critiquée en France, est restée très vivace en Angleterre au début du XIXe siècle et s'est répandue de là aux États-Unis. Ainsi, l'œuvre de Cuvier, par exemple, a été relue à Oxford et à Londres, son fameux discours sur les révolutions du globe, en prenant le titre, changement, sans demander à Cuvier son avis, de Theory of the Earth. Dans les catastrophes, les révolutions du globe supposées par Cuvier, les Anglais y voyaient la preuve du déluge biblique. Une confusion très courante encore aujourd'hui entre le déluge de la Bible et les déluges des géologues, ce qui n'est pas la même chose. L'Anglais Buckland publia en 1822 un traité pour soutenir que les fossiles sont des reliquiers diluvianés, c'est-à-dire des reliques du déluge. Et les Anglais créèrent même le thème de diluvium pour les derniers terrains du Quaternaire pour signifier la possibilité du déluge. Et donc, si je vous donne ces éléments, c'est parce que, et c'est ça la modernité, et il faudrait relire les textes de Buffon, si vous allez au Texas, où se trouve un gros site à Glen Rose, dans le sud du Texas, d'empreintes de dinosaures, vous avez à côté de ce site un musée créationniste qui vous explique que les empreintes de dinosaures sont contemporaines d'empreintes humaines qui sont imprimées dans le rocher et que c'était des géants qui vivaient en même temps. Souvenez-vous que Sarah Palin, candidate à l'élection précédente, élection présidentielle, affirmait que les dinosaures coexistaient avec les hommes. Et il y a, en Floride, le long des routes et des highways, si vous avez été en Floride, qui est un État assez conservateur, de grands panneaux payés par des associations pour démontrer que l'évolution n'existe pas. Et en 1950, Clifford Burdick, l'un des fondateurs de la Deluge Society, qui existe aux États-Unis, a publié dans le journal des Adventistes du 7e jour un article intitulé « Signe des temps » qui défend l'idée de la formation récente de la Terre et des fossiles. C'est pourquoi l'Académie des sciences américaines a tenu, il y a quelques années, à publier, et c'est un phénomène des États-Unis bien sûr, mais il existe dans d'autres pays du monde, pour dire aux fondamentalistes que tout de même la science, l'évolution existe, et pour publier cet excellent document que d'ailleurs l'Académie des sciences a traduit, qui a été publié chez les gens de la main à la pâte, pour donner les éléments scientifiques, rationnels de tout cela. Et l'Académie publie régulièrement, comme vous le voyez ici dans la revue Palévol, ici, un volume entier consacré à l'évolution biologique de la vie lors de l'anniversaire consacré à Darwin. Voilà ce que je dirais en conclusion sur Buffon, science et religion, pour vous montrer à la fois la modernité de ces textes qu'un certain nombre de fondamentalistes de différents pays se devraient de relire au lieu d'affirmer des choses tout à fait assez inconcevables dans notre XXIe siècle. Je vous remercie de votre attention.